Al-Mustafa travaille à la mine Somaïr. Il a aussi créé une ONG pour dénoncer les atteintes à l'environnement faites par les mines d'Areva. Une situation de plus en plus difficile à tenir pour lui. Un représentant du ministère de la Communication du Niger nous accompagne. Il y a aussi un membre de la communication locale d'Areva. Nous décidons de revenir la nuit pour parler plus librement. On a visité les deux hôpitaux et on nous a dit qu'il n'y avait jamais eu un cas de cancer. C'est scandaleux. Vous imaginez, depuis depuis 1968 à maintenant, il n'y a jamais eu de cancer, mais Arlit, c'est un paradis de santé. C'est curieux, surtout des gens qui travaillent dans des mines. Moi, je connais bien les conditions des opérateurs comme les conditions des gens qui travaillent dans les mines. Et je crois que c'est connu sur le plan mondial. Donc dire que depuis il n'y a pas eu de cancer, il faut oser. Il faut vraiment oser de le dire. Parce que sinon, vraiment, pour un homme normal, je trouve que, même par pitié en tout cas, il doit s'abstenir de dire un certain nombre de choses sur les humains. Des mineurs malades, Agirinman en a recensé 130 sur la ville d'Arlit. La mine a aussi rendu malades des salariés expatriés. En région parisienne, nous rencontrons Serge Venel, 58 ans. Il a travaillé à la Cominac d'Arlit entre 1978 et 1985, au plus fort de l'exploitation du minerai. Bon, là, ils ont des combinaisons. Voilà. Mais toujours pas de masque. Ça, c'était la formation professionnelle, mais c'était ceux qui étaient en cette tenue-là, c'était ceux qui conduisaient les engins. Serge Venel est malade depuis plusieurs mois. Le t-shirt et le short. Voilà, que nous, à l'usine, on n'a pas de casque. On ne nous a jamais dit qu'il fallait mettre un casque. Et vous, quelle est votre maladie aujourd'hui? Ah, c'est un cancer du poumon. Donc, au départ, le pneumologue, est-ce qu'il ne savait pas que j'allais travailler dans le nucléaire? Donc il m'a dit, c'est la cigarette. Je lui ai dit, attendez, quand même, je me suis arrêté il y a près de 30 ans. Il m'a dit, 30 ans, ça fait beaucoup quand même. Et puis, après, il a appris que, je ne sais pas si c'est par vous, ou par toi, ouais. Ah, il a dit, ok, le nucléaire, ok. Cigarette, on oublie. Nucléaire. Chef mécano à la Cominac d'Arlit, Serge Venel était chargé de la maintenance des engins et descendait régulièrement dans la mine où l'exploitation venait de commencer. Les gens, on a dû les recruter sur place, des Touaregs, des Djerma, des Avoussa. On a pris des gens de la région. On a pris ceux qui semblaient les meilleurs pour devenir mécaniciens, électriciens ou autres. On les a formés. Et puis voilà. Après, on a formé les équipes. Donc on a mis en place, mais au début, on travaillait vraiment comme des sauvages. Hein. Il y avait pas de masque, il n'y avait pas de combinaison. On travaillait en short, en chemisette. Donc voilà. On nous a rien dit. À aucun moment on nous a dit méfiez-vous de la poussière, c'est radioactif. C'est ceci, c'est cela. Jamais, 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 jamais. Est-ce que vous pensez que les ouvriers étaient encore plus en danger que vous? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je les ai protégés. Je me suis protégé au maximum. J'ai essayé de les protéger au maximum. Mais malgré tout, c'est pour ça que je voudrais avoir des nouvelles de... Au dernier moment, on est sûr qu'on va signer. Sans réaction de leur employeur, les victimes du Gabon et du Niger se tournent alors vers l'association Sherpa, qu'ils chargent de négocier avec Areva. Une négociation qui va durer 6 ans. Sherpa est dirigé par des avocats qui défendent les populations victimes de crimes économiques. À quelques jours de la signature, Areva est revenu une dernière fois sur son accord. Mais les responsables de Sherpa touchent enfin au but. C'est la reconnaissance
du fait que les conditions d'exploitation de l'uranium n'ont pas été si satisfaisantes que ça, puisqu'on admet le principe d'une indemnisation de ceux qui pourront justifier d'avoir contracté des maladies liées aux conditions de cette exploitation. Areva ne pourra pas dire « mais je ne savais pas que telle ou telle construction polluait. Je ne savais pas que telle maison, enfin que le fait que ces maisons-là soient radioactives avait des impacts sur la santé. » Elle ne pourra plus le dire. Et donc, sur un plan juridique, Areva savait, connaissait la cause de la pollution, Areva avait les moyens d'y remédier, et si Areva n'y remédie pas, c'est ce qu'on appelle une faute, et donc Areva sera répréhensible juridiquement. Mais moi je trouve très important que peut-être le sentiment... C'est la première fois dans le monde qu'un opérateur minier accepte d'indemniser les victimes de son activité. Cet accord prévoit aussi l'installation d'observatoires de la santé au Niger et au Gabon. Sherpa, Médecins du Monde et l'opérateur Areva composeront ces observatoires qui décideront de l'indemnisation des victimes. Donc on va examiner ça de façon individuelle. Pour Jacqueline Godet, c'est la fin d'une longue attente. Cette journée est une grande victoire. Oui, c'est un grand soulagement. Un grand soulagement. On nous a enfin entendus. Il y a un grand poids qui s'est déversé d'un coup, qui est parti. Même si je sais que ce n'est pas fini. Au contraire, maintenant on va batailler avec les dossiers médicaux, tout ça, ça va. Mais déjà, ils ont accepté, on a crié, et ils ont entendu. Au bout de 9 ans, grâce aux Sherpas, aux Médecins du Monde et à la CRIRAD. Et je leur en suis fortement reconnaissante. En acceptant la création de ces observatoires de la santé, Areva espère redorer une image ternie et faire taire les critiques. Nulle part dans cet accord, Areva ne reconnaît officiellement sa responsabilité. Mais c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. Ce n'est pas l'activité qui posait ou qui pose aujourd'hui problème. Ce qui crée des suspicions, c'est le suivi sanitaire post-professionnel. Areva apporte des éléments de réponse, mais visiblement la société civile n'est pas convaincue par tout ou partie de ces éléments de réponse. Et pour un groupe comme Areva, c'est une situation qui n'est pas acceptable, parce que nous sommes dans une logique de développement, mais de développement durable, et qu'il n'y aura pas de développement durable pour Areva, d'un point de vue économique et social d'ailleurs, s'il y a suspicion et polémique autour de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous voulons que tous ces sujets soient mis sur la table en toute transparence. Dans le nord du Niger, l'exploitation de l'uranium continue. La terre est à vendre. Le prix de la tonne d'uranate est à la hausse. Le Niger met en vente 122 concessions. La France, mais aussi le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Russie et bien sûr l'Inde et la Chine, grands consommateurs de combustible nucléaire, vont se partager 90 000 km². Un territoire grand comme 3 fois la Belgique. Nous, on est là, bien sûr, parce qu'on a besoin de votre uranium, mais on est là parce qu'on a besoin de partenaires stratégiques. Et le Niger, c'est un partenaire stratégique absolument essentiel pour la France. 27 mars 2009, Nicolas Sarkozy est reçu à Niamey et signe avec le président Mamadou Tandja un important contrat pour Areva. Au Niger, le groupe français va exploiter le site d'Imouraren. Vous m'attendiez, c'est très gentil ça. Nous avons effectivement signé en janvier une convention minière qui va nous permettre sur 35 ans de développer la plus grosse mine d'uranium d'Afrique, la deuxième plus grosse mine d'uranium au monde, et donc de devenir, ce que nous sommes déjà, mais un des principaux producteurs d'uranium sur le très long terme. Cette vente par lot du Nord-Niger est décrétée sans consultation des populations qui habitent sur ces territoires. En première ligne, les Touaregs, qui vivent pour leur malheur sur l'emplacement exact des gisements. Pour les hommes bleus, il n'est pas question de se laisser faire. Les Touaregs ont repris le chemin de la rébellion. Lorsque nous les rencontrons, ils viennent de remporter une victoire sur l'armée régulière du Niger. Il y a eu une vingtaine de morts ici. Côté gouvernement, la rébellion a perdu un seul homme. Mais le but, c'est quand même de prendre le nord. Nous, on ne veut pas de diviser le Niger, on ne veut pas d'une partie d'État.
On veut être reconnu comme citoyen, comme avec des droits, sur nos terres, avec des parties sur les richesses de la terre où on vit. C'est tout ce qu'on demande. Chef de patrouille, le lieutenant Issoufa est l'un des 3200 combattants de la rébellion Touareg. Le Touareg, quand il trébuche ou quelque chose comme ça, il crie toujours. Pour montrer, c'est un acte de bravoure. On ne tombe pas et on ne pleurniche pas. Il se bat pour faire reconnaître le droit de ce peuple autochtone à disposer de sa terre. Un droit désormais reconnu par une charte de l'ONU. Dans cette zone-là, actuellement, il y a beaucoup des endroits où ils ont fait des puits pour faire des recherches. Et les pâturages sont déjà radioactifs. C'est déjà pollué, ce n'est pas très bon. Les terres ne sont plus accessibles aux autochtones qui habitent sur place. Les gens ne peuvent plus aller faire paître, soit il y a l'armée qui va les chasser, en complicité avec les grosses multinationales qui exploitent. Dans 40 ans, que restera-t-il aux Touaregs lorsque leur territoire sera troué de carrières et de mines? L'exploitation d'Imoarène commencera bientôt en 2012. Nous sommes autorisés à nous rendre sur le futur site de la mine, mais sous bonne escorte. L'armée du Niger protège le convoi d'une éventuelle attaque de la rébellion. Le personnel d'Areva vit dans un camp retranché, à l'abri d'immenses buttes de terre. L'équipe est déjà à pied d'œuvre pour installer les infrastructures. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir, à part cette stèle inaugurée par le président Tandja lors de la pose de la première pierre. Ce gisement s'étale sur 8 km du nord vers le sud et 2 km de large dans sa partie la plus large. Imoarène, c'est un projet gigantesque, environ 8 fois la Somaïr à Arlit. 8 fois plus de terre à dégager, 8 fois plus de boue à la sortie de l'usine. La teneur d'uranium dans le minerai est de l'ordre de 8 pour 1000, je crois. Donc c'est quelque chose de faible. Mais l'étendue et le volume du minerai est tellement important que ça en fait un réservoir très important au niveau de l'uranium que l'on pourra en extraire. 200 000 tonnes sur les 40 ans. Et cette fois, promis juré, toutes les précautions seront prises pour éviter la contamination du site et des personnes. Avant même le premier coup de pelleteuse, Areva a décidé de faire un point sanitaire zéro. Des capteurs d'air sont déjà en action. Dans l'avenir, on pourra comparer les impacts de la mine avec l'état de l'environnement et de la population, réalisés avant le début de l'exploitation. Nous faisons ces états, nous les portons à la connaissance du public, et nous nous engageons et en même temps nous nous donnons un peu les bâtons pour battre si jamais on dévie. Et comme je disais dans une de mes interviews, il faut faire les choses justes dès maintenant pour que ça soit bon pour toujours. Et vous promettez la transparence? Mais absolument, on ne peut plus cacher. À partir du moment où vous avez donné ces éléments de base à quelqu'un qui vous surveille, vous ne pouvez plus vous dérober, c'est pas possible. L'uranium est produit dans des contrées lointaines, très loin de chez nous, très loin de nos préoccupations quotidiennes. On nous vend une industrie nucléaire propre, on nous parle du déchet ultime, jamais de la production de l'uranate en amont. À l'heure où la demande de carburant nucléaire n'a jamais été aussi forte sur la planète, cette industrie laisse derrière elle une pollution des sites. Une pollution présente lors des 100 000 prochaines années. À cette échelle, personne ne peut dire ce que ces déchets radioactifs deviendront.
inside. I could judge